Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Éco. Bonjour Jean-Luc Mars. Bonjour Vicky, ravi d'être avec vous. Merci pour votre présence. Vous êtes le directeur général France, Benelux et Suisse de Triumph, une marque emblématique de moto. C'est parti pour un échange sans détour. Triumph, c'est une marque de moto britannique, plus que centenaire, très présente dans les films. Elle est également présente dans les records de vitesse, mais elle a aussi connu des moments extrêmement difficiles. Absolument. Elle a failli d'ailleurs disparaître dans les années 80. Qu'est-ce qui l'a sauvée? La marque et l'entreprise ont été sauvées par un monsieur. C'est une histoire assez extraordinaire. C'est monsieur John Bloor, qui était un entrepreneur dans l'immobilier, qui construisait des pavillons pour les classes moyennes anglaises, qui cherchait des terrains pour construire des pavillons. Et dans sa recherche de terrain, il est tombé sur la friche de l'usine, l'ancienne usine Triumph de Mériden. Il s'est intéressé à la marque, à Triumph, à la moto. Il était motard, il n'était pas forcément constructeur de moto, mais il était motard. Et il avait surtout cette énergie de l'entrepreneuriat et l'envie de démontrer que les Anglais pouvaient eux aussi faire des motos. Dans les années 50, aux États-Unis, la moto, ce n'est plus un simple moyen de transport, c'est devenu un loisir, c'est devenu une passion. C'est ce marché américain qui a fait entrer la marque dans la légende? Alors oui, les motos anglaises à l'époque avaient des performances extraordinaires. Elles étaient légères, elles étaient puissantes, elles ont conquis la jeunesse américaine et elle a surtout attiré l'attention des stars. On connaît tous Marlon Brando dans L'équipée sauvage avec son blouson noir et sa Triumph. On connaît évidemment Steve McQueen qui a été dans La Grande Évasion et qui est une emblème pour la marque. Si Steve McQueen, que vous venez d'évoquer, roulait aujourd'hui encore dans La Grande Évasion, est-ce qu'il choisirait toujours une Triumph? Parce que le marché a quand même beaucoup évolué et maintenant ce sont les marques japonaises qui dominent le marché, les marques chinoises aussi montent en puissance. Alors le marché est très compétitif, vous avez tout à fait raison, mais je suis persuadé que Steve McQueen roulerait en Triumph. D'abord, il faut savoir que Steve McQueen, c'était un vrai motard, c'était un passionné, il a participé à un championnat du monde d'enduro dans les années 60, 1964, sur une Triumph. Il était très attaché à la marque. Mais surtout, les motos japonaises sont aussi des vraies motos bien pour sûr, les vrais motards. Bien sûr, tout à fait. Mais Triumph est absolument resté fidèle à son ADN, c'est-à-dire des motos haut de gamme, performantes, belles, et je suis persuadé qu'il roulerait en Triumph aujourd'hui. J'ai aucun doute là-dessus. En quelques chiffres, Triumph aujourd'hui? Alors Triumph, c'est une présence dans 90 pays. C'est une très belle ETI avec 2500 collaborateurs partout dans le monde et c'est une production de 150 000 motos par an pour un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros. L'Asie devient un très gros marché pour les constructeurs de motos, notamment l'Inde. Le futur de la moto, il n'est pas en Europe? Alors, la croissance du marché, clairement aujourd'hui, elle est en Asie. Le marché indien est le plus gros marché du monde avec plus de 20 millions de véhicules vendus. Puis il y a la Chine à 12 millions. Et puis il y a des marchés comme le Pakistan, l'Indonésie qui sont de très très gros marchés. Néanmoins, l'Europe reste un marché intéressant en termes de chiffre d'affaires parce que ce sont des motos haut de gamme, luxueuses. Et surtout, c'est un marché qui est un emblème et un marché exigeant. Chez Triumph, vous avez la réputation d'avoir des machines de très bonne qualité. En revanche, si on lit sur les forums les retours des passionnés, le service après-vente, il coûte cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une image un petit peu ancienne que l'on a. Ça dit plusieurs choses. Premièrement, on travaille d'arrache-pied pour réduire le coût de l'entretien de nos motos. Ça dit aussi que nos clients subissent des pressions sur leur pouvoir d'achat. Et ça dit aussi une autre chose, ça dit que les charges qui pèsent sur les entreprises françaises sont élevées. C'est vrai que vous incarnez une marque britannique, mais la très grande majorité de vos motos sont fabriquées en Thaïlande. Oui, il ne vous reste qu'une usine en Angleterre, oui, principalement pour le très haut de gamme. Ce n'était plus viable de produire en Europe? Non, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de produire en Europe. Tout le bureau de style est en Angleterre. Les essais de nos prototypes et de nos motos se fait en Espagne. Donc le cœur du réacteur est en Europe. Mais d'un point de vue industriel, aujourd'hui, fabriquer des motos en Europe devient quasiment mission impossible. Le marché est ultra concurrentiel. Harley-Davidson s'est lancé dans l'électrique. Oui. C'est un échec, il faut le dire. Dans la moto, on a l'impression que l'électrique
ne prend pas vraiment? Comment vous l'expliquez? La moto performante, la moto haut de gamme, aujourd'hui en électrique, c'est compliqué. On ne sait pas faire. L'équation entre le prix, le niveau de performance et l'autonomie est quasiment insoluble. Comment est-ce que vous voyez l'électrique s'imposer dans la moto? C'est clairement pas dans les 5 prochaines années. Est-ce que ça sera en 2035, en 2038? Je suis bien incapable de vous le dire. Oui, parce qu'il y a un problème aussi bien de demande que de technologie. Absolument. Donc et les deux vont de pair. Quand la technologie n'est pas au rendez-vous et ne permet pas d'avoir le niveau de prestation attendu par le client, évidemment, la demande est absente. Dans l'actualité économique, il y a aussi les droits de douane, quand ils augmentent ou ils changent brutalement. Qu'est-ce que ça change très concrètement pour vos prix et vos ventes aux États-Unis? Alors pour nous, c'est assez catastrophique. Aux États-Unis, le prix, les taxes sur les motos a augmenté fortement ces dernières semaines. Ça veut dire qu'on a dû répercuter une partie de ces taxes sur le client, mais pas l'intégralité. Donc forcément, nos marges sont sous pression de façon assez forte. Et a contrario, le consommateur américain voit le prix des motos augmenter et on voit que la demande est déjà en train de chuter. Vous êtes dans un secteur de loisirs. L'instabilité politique, l'incertitude économique, ça a des conséquences directement sur vos ventes? Alors, ça a été très net sur le marché français l'année dernière. On sait que le client français est toujours demandeur, a toujours envie de faire de la moto, mais des arbitrages ont été faits dans les familles l'année dernière et on a vu le taux d'épargne des Français croître de façon assez spectaculaire et à contrario, la consommation être en baisse. Et là, ça repart dans le bon sens? Alors, le fait que la France ait voté un budget est un élément rassurant et on espère que les bas de laine vont s'ouvrir et qu'on retrouvera du monde dans les concessions. Dans certains secteurs, beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Vous dirigez une marque de passion. Est-ce que ça change complètement la relation au recrutement? Alors oui, j'ai la vie facile, je ne vais pas vous mentir. Alors, on a... Les candidats se pressent pour vous envoyer des CV. On a des candidats. Vous avez des CV originaux pour essayer de sortir du lot? On a beaucoup de CV originaux. On a aussi beaucoup de... C'est méchant ce que je vais dire, mais de doux rêveurs, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas forcément les atouts pour entrer dans nos entreprises et exercer un des métiers que nous avons à proposer. Mais oui, simplement il ne suffit pas d'être fan de moto pour venir travailler chez Triomphe. Absolument. Il ne suffit pas d'être passionné de moto, ça aide. En même temps, je suis toujours vigilant quand je constitue une équipe à équilibrer entre les vrais, les passionnés qui peuvent parfois avoir des idées un peu loufoques ou se laisser emporter par leur enthousiasme, et puis des gens qui, au contraire, n'ont pas la passion, mais qui sont des vrais professionnels dans leur domaine. Il ne faut pas oublier les fondamentaux économiques derrière, même si c'est une marque passion. Exactement. Je vous propose que l'on parle de vous maintenant. Fichtre. Dans Parlons Éco, on demande à chaque fois à un invité d'apporter un objet qui lui est cher. Vous nous avez apporté une clé. Alors pourquoi je vous ai apporté cet objet? Tout simplement parce que je suis rentré dans le monde de la moto professionnellement par la mécanique et par la technique. Étant jeune, j'étais fasciné par la mécanique et les objets techniques. Donc la clé, c'est mes origines dans le métier. C'est aussi une façon de rendre hommage à ce que j'appelle les hommes de l'ombre, c'est-à-dire tous les mécaniciens, les techniciens qui entretiennent nos motos et qui perpétuent le plaisir de rouler. Et puis, dernière chose, c'est un loisir. Vous avez grandi dans un milieu d'ouvriers, vous avez obtenu un BTS électronique. Quel a été votre premier poste ? Alors, mon tout premier poste, ça a été dans l'électronique grand public. J'ai réparé des Walkman pendant quelques années. Néanmoins, ça n'a pas été mon tout premier travail rémunéré. Mon premier travail payé, j'ai fait les vendanges quand j'avais 10 ans. Mes parents m'ont dit, mon petit gars, tu vas apprendre ce que c'est que la vie, et tu vas aller travailler, et tu vas aller faire les vendanges. J'habitais dans le Beaujolais à cette époque-là. Ça vous a servi au final ? C'était une école incroyable. Déjà, c'est dur les vendanges. C'est une école où il faut se lever très tôt, il faut côtoyer des gens qu'on ne connaît pas, il faut travailler dur, c'est physique. Dans votre parcours, vous racontez aussi un épisode plus difficile en Angleterre, chez Harley-Davidson. Une belle promotion qui s'est en quelque sorte transformée en déconvenue. Que s'est-il passé ? Oui, effectivement, j'ai été promu directeur commercial Europe. Ça restera l'échec dans mon parcours. C'est un échec ou un apprentissage ? C'est les deux.
c'est forcément les deux. Ça a été une remise en question importante. Ça a été une façon de redescendre un petit peu sur terre, parce que c'est vrai que j'avais eu un parcours assez linéaire et complètement en réussite. Donc à un moment, on se sent fort, on se sent même un peu invincible. Et puis là, il y a eu, j'avais 45 ans, il y a eu un rappel à l'ordre. J'ai eu une promotion déjà avec un déménagement dans un pays qui n'était pas forcément facile, l'Angleterre, le coût de l'immobilier, j'avais des enfants en bas âge, donc au niveau familial, c'était compliqué. Et puis j'avais surtout d'anciens collègues qui faisaient le même métier que moi auparavant, c'est-à-dire des directeurs de filiales qui ne m'ont pas vu arriver d'un bon oeil et qui m'ont bien savonné la planche. Et oui, progresser dans une entreprise, c'est pas seulement du travail, c'est pas seulement du talent, il y a aussi des rapports de force, des problèmes de jalousie. Oui, tout à fait. C'est du théâtre aussi C'est compliqué parfois. à gérer. Bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Les Italiens savent très bien faire ça. Ah bon? C'est la commedia dell'arte. C'est un jeu de rôle. À partir du moment Et les Français, ils sont moins bons que les Italiens je trouve que les Français sont plus rigides. On dédramatise beaucoup les jeux de politique quand on se dit ce n'est qu'un grand théâtre. Prenons ça pas à la rigolade, mais en tout cas avec un peu de légèreté. De cette déconvenue, qu'est-ce que vous en avez retenu finalement? Qu'est-ce que vous en avez appris avec le recul? Alors, ça a été une vraie phase de remise en question. Ça m'a rappelé une valeur cardinale que j'avais peut-être un petit peu oubliée, qui était l'humilité. Ça m'a donné envie de me remettre au travail, de me retrousser les manches et de repartir du bon pied. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on exerce de grandes responsabilités comme vous, est-ce qu'un certain équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est indispensable pour tenir dans la durée? Tout à fait. J'ai croisé un jeune manager américain au début de ma carrière qui s'appelait Scott Miller, qui avait un mantra. C'était un monsieur qui débordait d'énergie, qui était passionné par son travail, comme nous. Et son mantra, c'était « work hard, play hard ». Travailler dur, mais savoir aussi profiter de la vie, avoir du temps pour les loisirs, pour la famille, et trouver ce point d'équilibre. Quand vous regardez le chemin parcouru, vous êtes plus fier du dirigeant que vous êtes devenu ou de l'homme que vous êtes resté? Oh, question difficile. Je pense que je suis fier de l'homme que je suis resté, c'est-à-dire d'être resté fidèle à des valeurs originales de goût de l'effort, de travail, d'humilité. Alors l'humilité, elle a fluctué, elle est revenue, et l'envie d'accompagner les autres à réussir. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère, 1 minute de questions tac au tac. Allez. Un réflexe que vous avez dû perdre? L'envie de tout faire soi-même tout de suite. Autrement dit, apprendre à déléguer. Le moment où vous vous êtes senti le plus seul? C'est le jour où j'avais une décision importante à prendre et j'ai voulu la prendre seul et je me suis planté. C'était sur une décision de changement de parcours de carrière et l'échec m'a fait me sentir très seul. Si votre carrière était une route mythique, ce serait plutôt la route 66 ou le périphérique parisien un lundi matin? Oh non, pas le périph'. Non, ça serait ni l'un ni l'autre. Je vous dirais, ça serait la route des Grandes Alpes, en partant de Genève et en arrivant à la Méditerranée. Un mauvais conseil que l'on vous a donné et que j'espère vous n'avez pas suivi? Fais comme tu le sens, suis ton intuition. Je me méfie comme de la peste de mes intuitions. On a toujours le fantasme du dirigeant qui aurait des flashs, des éclairs de lucidité, qui sentirait les choses. Je pense que c'est un piège. Rien ne vaut l'analyse, rien ne vaut la réflexion à froid, rien ne vaut le fait de prendre le temps d'échanger, de dialoguer avec ses équipes et de prendre la décision après une analyse rigoureuse. La première fois que vous êtes monté sur une moto, c'était plutôt une sensation de liberté ou une légère frayeur? Ah non, c'était une révélation. C'était waouh. C'est ça mon truc, quoi. Vous aviez quel âge? Oh, j'avais 10 ans, 10-11 ans. Ah, 10 ans, vous étiez déjà sur une moto? Oui, en cachette, évidemment. Ah bah oui, voilà, sur la route. Aussi, mais voilà, on va pas le crier sur les toits. Mais non, c'était une révélation absolue. C'était un truc fou. Eh bien, merci à vous, Jean-Luc Mars, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Vicky. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et comme à chaque fois, on va terminer cet échange par une photo souvenir. Okay.